Je fais partie de ces femmes qui, au début de leur mariage, devaient avoir une séparation de biens pour ouvrir un compte. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Beaucoup de femmes s'engageaient. Elles étaient en mesure de faire ce que les hommes pouvaient faire. Si une femme n'a pas contrôle de son budget, n'a pas contrôle de son argent, qu'est-ce qu'elle peut faire toute seule? Elle a tout simplement pas la conduite de sa vie. Hello et bienvenue à toutes dans Nous, les investisseuses, le podcast qui vous aide à investir en vous inspirant du parcours d'autres femmes investisseuses. Je suis Johanna, la RH qui parle de finances personnelles et d'investissement et qui vous aide à vous lancer pour avoir la vie que vous méritez. Investir, c'est bien plus qu'obtenir un prêt immobilier et acheter un bien. C'est plein d'autres moyens de générer des revenus passifs en faisant travailler votre argent à votre service. Si vous me connaissez, vous savez que je suis adepte des investissements sans prise de tête. Ce podcast va devenir votre moteur. Alors, vous êtes prêtes ? C'est parti, on commence. Dionysos, l'agence WordPress, à l'écoute de vos besoins. Merci à Dionysos Digital de soutenir ce podcast. Hello les investisseuses, bienvenue dans ce nouvel épisode qui est assez particulier puisque c'est l'épisode de la première interview. Et du coup, j'avais envie de vous raconter une histoire. Je me souviens quand mon copain a changé d'emploi, il en a parlé à sa maman et elle lui a demandé est-ce que c'est un emploi jusqu'à la retraite ? Et oui, c'est fini le temps où on restait toute sa carrière pendant 40 ans dans une même et seule entreprise, au même poste peut-être. On est une nouvelle génération. On change de boulot assez régulièrement, on va dire tous les 3 à 5 ans. Et l'histoire incroyable de Camille, c'est que avant d'avoir 30 ans, elle a décidé que elle en avait marre de son job. Elle n'aimait vraiment pas son job et elle a décidé de le quitter. Mais pas n'importe comment. Et elle a réussi. Elle a réussi et elle nous raconte son parcours et nous explique comment elle a pu quitter son job de consultante très bien payée pour devenir rentière immobilière. Je vous laisse écouter l'épisode avec Camille où elle nous raconte comment elle a pu racheter sa liberté pour pouvoir profiter de son temps et de sa vie. Et j'espère que ça pourra vous inspirer à en faire de même. Bon merci Camille d'avoir accepté cette interview. Bonjour Johanna, merci à toi. J'ai découvert ton compte justement sur Instagram et je suis pas trop immobilier parce que je me dis c'est beaucoup de travail etc. Et du coup j'ai appris à te connaître, j'ai vu ce que tu faisais et tu commences à me faire changer d'avis. Voilà. Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai lu ton article que tu as écrit sur Medium où tu as raconté en gros comment t'as quitté ton job de consultante pour devenir rentière immobilière. Et je trouvais que c'était hyper intéressant et je voulais partager ça avec nos auditrices, voilà, pour leur montrer que c'était possible et qu'il fallait juste passer à l'action et que c'était possible, c'était pas un rêve. Et c'est vrai que dans ce milieu-là de l'investissement, ce qui me manquait, et je pense que ça manque aussi à beaucoup d'autres femmes, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes. On n'est pas assez représentées, on n'a pas les mêmes problématiques que les hommes, on n'a pas les mêmes objectifs. Voilà, on cherche juste à essayer de comprendre, à investir de manière raisonnable, raisonnée, voilà, et à suivre notre stratégie. Et voilà, je trouvais que ça manquait et je pense que je suis super contente qu'il y ait les réseaux sociaux, qu'il y ait Internet, parce qu'on peut voir de plus en plus de modèles qui nous ressemblent. Et je suis vraiment super contente de t'accueillir sur mon podcast, Nous les investisseuses, voilà, qui est le podcast pour inspirer les femmes à investir via le parcours d'autres femmes. Voilà, et j'aime beaucoup tes posts Instagram qui sont hyper soignés, ça n'a rien à voir avec les miens. Et tes stories où tu t'as une petite émission là où tu réponds aux questions et tout, et j'adore. Je pense que tes abonnés doivent aussi beaucoup aimer. Et ce que j'ai aimé aussi, mais on reviendra un peu plus dans le détail au fil de l'interview, c'est vraiment ta transparence. Parce que moi, je tape tout le temps du point en story sur les pubs YouTube, sur l'immobilier, etc., d'investir, d'acheter 40 biens immobiliers, 100% en prêt. Et toi, t'es vraiment hyper transparente. Tu montres pas qu'on va devenir millionnaire avec l'immobilier. Tu montres que oui, on peut le faire. On peut gagner des revenus et être libre financièrement grâce à l'immobilier, mais ça demande pas forcément beaucoup de travail. Mais voilà, c'est pas non plus, on va pas devenir millionnaire. Sinon, tout le monde le ferait peut-être ou pas. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai aimé et je pense que c'est vraiment aussi un vocabulaire une manière de faire très féminine, donc je suis ravie de t'accueillir. Du coup je voulais montrer à tout le monde que voilà, t'es pas une fille de, je sais pas, y a pas besoin d'être millionnaire pour devenir rentière. Ça fait un gros mot, hein, rentière, c'est un peu à l'ancienne. Ouais. Et du coup je voulais que tu puisses expliquer à nos auditrices qu'est-ce qui t'a lancé, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée dans l'investissement.
Qu'est-ce qui t'a motivé vraiment? Parce que c'est ça en fait qui fait toute la différence. On a des rêves, mais on se lance généralement, on est très peu à y aller. Et qu'est-ce qui t'a lancé? Qu'est-ce qui a fait que est-ce que tu peux nous remonter un peu ton parcours qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui à l'investi? Bien sûr. Bon, moi, j'étais pas du tout prédestinée à investir dans l'immobilier. C'est quelque chose qui me faisait très peur. C'était un monde, qui était complètement inconnu de moi. Et en fait, si j'ai décidé de me lancer dans l'investissement immobilier, c'est parce que à un moment donné, j'ai décidé de quitter mon travail et que l'immobilier s'est avéré être ma seule porte, ma seule issue de secours, ma seule porte de sortie. Donc pour te refaire un peu l'histoire, moi Johanna, j'ai travaillé pendant 7 ans dans des gros cabinets de conseil, des cabinets de Big Four, grosso modo. Je travaillais à la Défense, j'avais un rythme de travail assez soutenu avec de la pression, beaucoup de travail, etc. Et surtout un job qui me plaisait pas énormément. J'étais pas passionnée par mon travail et je m'en suis rendu compte assez rapidement en sortant de mon cursus assez classique, prépa, école de commerce. J'ai été catapultée dans un cabinet de conseil. Et théoriquement, c'était censé être le job parfait. Voilà, tu faisais partie de la foule noire de la Défense. C'est ça, je faisais partie de la foule noire qui prenait la ligne 1 ou le RER A tous les matins. On se demande si les gens sont heureux. Peut-être, moi aussi, je continue de me le demander. Et donc j'ai commencé donc dans un cabinet de conseil et très rapidement en fait je me suis rendu compte que sur le papier c'était le job parfait. J'avais un beau plan de carrière, j'avais un beau salaire, des belles perspectives de promotion tant au niveau du poste qu'au niveau du salaire. Oui. J'avais également beaucoup de déplacements à l'étranger qui étaient prévus et moi j'adore y voyager, donc sur le papier le job me faisait rêver. Mes parents étaient contents pour moi, ils savaient que j'avais une bonne situation, mes amis me disaient « Ah, c'est super, ton job il est cool, etc. » Mais en fait, dans la réalité, non, mon job n'était pas cool du tout. En tout cas, moi, je n'aimais absolument pas ce que je faisais, ça n'avait aucun sens pour moi. Je passais, dans le meilleur des cas, 8 heures par jour et dans le pire des cas, 10-12 heures par jour sur un ordinateur à créer des présentations PowerPoint. Mais du coup, pourquoi tu t'es orientée vers ce job-là alors? Tout simplement parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie et qu'en tant que j'ai toujours été bonne élève, donc en gros j'ai eu le schéma un peu classique, tu vois, j'arrive en seconde, j'ai des bonnes notes, on me dit de faire en partir en section S. Je suis en section S, j'obtiens mon bac avec mention, on me dit bah pars en prépa, ça va t'ouvrir des portes. Je ne sais toujours pas quoi faire, je pars en prépa, ça va m'ouvrir des portes. J'arrive en prépa, je ne sais pas quoi faire, on me dit pars en école de commerce, ça va t'ouvrir encore plus de portes. Et en école de commerce, je ne sais toujours pas quoi faire. Et on me dit, mais fais du conseil, ça va t'ouvrir toutes les portes. C'est la robotisation scolaire, je vais l'appeler comme ça. Exactement. J'ai suivi le fil que la société, j'ai suivi ce que la société me disait de faire parce qu'on me disait, qui peut le plus peut le moins. Donc, fais le maximum, aie toujours le meilleur diplôme, essaie de viser la meilleure boîte et au moins, tu auras un super travail avec de super conditions et un super salaire. Et donc, normalement, tu seras heureuse. Sauf qu'en fait, non, moi ça me convenait pas du tout. Mais les voyages, pardon, des voyages. Les voyages, alors, les voyages à titre personnel, il n'y a pas de problème, ça me rendait immensément heureuse et je pouvais me permettre de beaucoup voyager grâce à mon salaire, je vais être transparente là-dessus. Mais par contre, les voyages professionnels, ça n'est pas du tout des voyages. Quand on vous dit que vous allez partir en voyage professionnellement, en fait, vous passez toute votre journée dans le bureau de vos clients, de 8h à 22h, vous ne voyez jamais la ville. Et dans le meilleur des cas, on dort dans un hôtel dans la zone industrielle où se situe l'entreprise du client. Mais du coup, tu t'avais expliqué que t'as été expatriée à Hong Kong. Oui, tout à fait. Et que voilà, c'était le cadre idéal, surtout au début, les premiers amours, où tu vas déjeuner à la plage. Voilà, donc. Et ça a pas suffi? Ouais, alors en gros, c'est vrai que... Alors si je suis partie à Hong Kong, c'est pas grâce à mon entreprise. Moi, j'ai démissionné, j'ai retrouvé un poste là-bas. Donc c'est quand même ma propre volonté qui a fait que j'ai réussi à m'expatrier à Hong Kong. Mais en effet, c'est quand même grâce à mon emploi parce que j'aurais pas pu trouver n'importe quel emploi là-bas. Et là-bas, j'ai réussi facilement à trouver un job dans le conseil. Et Hong Kong, c'était génial d'un point de vue personnel. Enfin, le cadre de vie. Moi, j'ai fait une partie de mes études en Asie. Et j'avais très envie d'y retourner pour travailler, pour vivre. Et c'était super parce que c'est une ville très avec beaucoup de frénésie, tu peux faire des voyages un peu partout, les Philippines sont à 1h20 de vol et c'est plage paradisiaque. Enfin, moi qui ai toujours vécu en France, voilà, ça me faisait rêver. Et en fait, malheureusement... Et t'es resté combien de temps là-bas? Je suis restée 1 an et demi. 1 an et demi, ok. Et en fait, ce cadre de vie idyllique m'a encore plus fait prendre conscience que j'aimais pas mon travail, parce qu'il y avait encore un plus grand écart entre mon mode de vie personnel qui était super et ma vie professionnelle où vraiment je m'ennuyais, j'étais pas heureuse. Donc t'étais vraiment dans les extrêmes où tu t'éclates quand t'es pas au boulot, quoi. C'est ça, exactement. Okay. Et je m'éclatais encore plus quand j'étais pas au travail pour compenser ce manque de sens que je trouvais pas dans mon métier. D'accord. Et donc je dirais que c'est à partir de Hong Kong où j'ai commencé à avoir un déclic professionnel où je me suis dit, je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir, mais il va falloir que je parte à un moment donné. D'accord. Voilà, ça s'est passé comme ça. Mais juste partir de cette boîte ou partir et rentrer en France?
Non, partir du monde du conseil. D'accord. Pas Donc, forcément partir de Hong Kong, pas forcément rentrer en France. donc c'était là-bas que ça t'a eu le déclic. Ouais, j'ai commencé à avoir D'accord. le déclic là-bas, exactement. Et à ce moment-là, j'avais un petit side project Oui. sous le coude. J'ai toujours été fan de bijoux fantasy et en fait, je me rendais compte qu'il n'y avait pas de solution pour redorer les bijoux en plaqué or une fois qu'ils étaient dédorés. Oui. Et il y avait une grosse demande. J'avais mené une étude de marché et tout directement depuis Hong Kong, mais je la menais en France. Oui. J'avais tout bien mené, j'avais trouvé des partenaires pour m'accompagner dans le fait de redorer les bijoux. J'avais commencé à créer le compte, etc. Et en fait, je suis arrivée à un moment donné où je me suis dit, ce truc-là me fait vibrer. Si je veux le lancer, il faut que je rentre en France parce que mon marché est en France, ma clientèle est française. Donc, c'est ce qui m'a décidé à quitter Hong Kong. Donc, je suis rentrée en France. Pour lancer ton projet, développer ce side project qui devenait un side business. Exactement. Okay. Sauf que ce side project me faisait pas vivre. Donc, je me suis dit, il faut quand même que j'ai un job à côté. Donc, je rempile dans un nouveau cabinet de conseil. D'accord. Sauf que je me suis rapidement rendu compte que être consultante, bah, c'est pas un job alimentaire. Donc, j'avais pas le temps, en fait, de mener les deux de front. Donc, j'ai rapidement mis de côté mon side project. Tu sais, celui qui m'avait fait revenir en France, celui qui me faisait battre le cœur le matin. Et je suis repartie pour 2 ans dans un cabinet de conseil avec toujours le même quand même. problématique. Ouais. C'est un peu dur, hein. Ouais. Quand tu te dis, c'est bon, j'ai trouvé le truc. Ouais. Et puis au final, tu repars pour 2 ans, 2 ans de souffrance. Exactement, c'est ça. La descente a été assez compliquée parce que j'étais revenue en France avec un beau projet, j'avais des étoiles plein les yeux, j'y croyais et j'y crois encore aujourd'hui. Si j'avais eu le temps de m'investir, j'aurais pu certainement le faire fonctionner. Si t'avais pu le développer en plus de ton activité salariée. Oui, c'est ça, exactement. Mais j'avais pas le temps ou pas les moyens. Bon bref, les deux se recoupent de toute façon. Oui. Et mais l'un dans l'autre, je me dis que si j'en suis arrivée à repartir pendant 2 ans, c'est que c'était nécessaire pour que je prenne réellement conscience qu'il fallait que je parte. Et à l'issue de ces 2 ans-là, ça a été assez compliqué. J'ai été positionnée sur une mission qui a été vraiment beaucoup plus dure que les autres. D'accord. Où je travaillais énormément, où j'étais constamment loin de chez moi. La mission faisait pas du tout sens. Le client était horrible. Enfin, c'était super compliqué. Voilà, le conseil. Et en fait, je me rappelle très bien de la prise de conscience que j'ai eue à l'issue de cette mission-là. Je me suis dit, plus jamais ça. Je ne m'infligerai plus jamais ça. D'accord, donc ça, c'est le vrai déclic. Ça a été vraiment la goutte d'eau. Là, ce jour-là, je me rappelle, il y a vraiment eu un switch dans mon esprit. Je me suis vraiment dit, c'est terminé. Je ne rempile pas sur une énième mission. C'est fini. Il faut que je parte. Et du coup, à ce moment-là, tu avais déjà eu un projet que tu as dû mettre de côté. Oui. Tu te dis, là, c'est plus possible. Mais c'est quoi la porte de sortie? Ouais, exactement. En fait, très rapidement, je me rappelle de ce jour-là où j'ai eu le déclic. Je crois que c'était le 13 décembre 2019. Ah oui, c'est précis. Hein, ouais, c'est précis, ça m'a marqué. Et en fait, je me suis fait une promesse à moi-même. Je me suis dit, écoute, je suis pas du genre à claquer la porte du jour au lendemain. Tu vois, je suis une personne beaucoup trop prévoyante. Et je me suis dit, Camille, dans 1 an, tu te fais une promesse à toi-même. Tu ne seras plus dans ta boîte de conseil. Tu ne seras plus consultante. Tu ne seras plus salariée. Tu vas partir. Ça je voulais juste rebondir dessus. C'est hyper important. Quand on se fixe un vrai objectif, on met un terme. Donc, t'as donné un terme, t'as dit dans 1 an, je m'en vais. Ouais. Ensuite, quand on a un objectif, je m'en vais pour faire quoi? Ouais. Surtout, je voulais revenir là-dessus, je me le suis dit, mais je me le suis écrit. J'avais des feuilles A4 collées chez moi. Encore mieux. Parce que là, du coup, ton cerveau. Exactement. Enregistre. Ouais. Tu fais une promesse à toi-même. Ouais. Tu l'as écrit. Et ça devient plus une promesse, ça devient une réalité, en fait. Dans 1 an, tu seras plus là. D'accord. Donc, du coup, il te reste 1 an pour savoir comment tu pars. Et à ce moment-là, très vite, la question financière est arrivée sur le devant de la scène. Je me suis dit, ok, c'est bien beau, je veux partir, mais comment je fais pour vivre, en fait? Enfin, il faut que je puisse continuer à avoir un appartement. Même si je réduis mon train de vie, j'ai besoin d'un salaire, j'ai besoin de revenus. D'accord. Donc, déjà, t'étais prête à réduire ton train de vie, mais voilà, tu voulais au moins t'assurer un minimum. Oui, exactement. Okay. Voilà, le minimum. Le loyer, la nourriture, quelque sorte. Donc, tu recherchais pas à avoir le même niveau de vie. Non. Qu'on s'entend. Et de toute façon, les gens se rendent pas compte, mais quand on travaille, quand on est salarié, on a un niveau de vie qui augmente aussi. Ouais. Parce que quand on est entrepreneur ou c'est pas le même train de vie, tu vas pas aller au resto tout le temps avec tes collègues, etc. T'as pas le transport à payer et des fois ça revient moins cher en termes de coût de la vie de ne plus être salarié. Oui, et surtout comme t'es plus malheureux au travail, t'as moins besoin de décompresser dans des loisirs très chers le week-end. D'accord, j'avais pas pensé à ça. Voilà, effectivement. En tout cas, moi c'était mon cas. D'accord. Et donc très rapidement, je me suis dit, il faut que je construise ma porte de sortie financière, il faut que j'arrive à me générer une rente. Et pour moi qui n'avais jamais mis un pied dans l'investissement financier immobilier, pour moi, l'argent ne tombait pas du ciel, tu vois. Mais du coup, tu t'étais fixé un objectif financier précis? En gros, ce que j'avais fait, j'avais calculé concrètement combien j'avais besoin pour vivre, garder un train de vie correct, même si c'était pas mon train de vie d'avant. Donc, j'avais fait un tableau Excel et j'avais... Ce que j'aime, ta rigueur. Non, mais j'avais trop peur sinon de me retrouver au pied du mur et de me dire, j'avais mal fait mes calculs, en fait. Et je vais devoir retourner. Exactement.
Ça, c'était impensable de faire un retour en arrière. Mais du coup, tu me parles tout de suite d'investissement. Ouais. Et t'as pas pensé à autre chose? Non. À l'entrepreneuriat ou quoi? Non, alors, en fait, j'étais arrivée, je pense que j'ai attendu trop longtemps, j'étais arrivée à un point de non-retour, j'avais besoin de partir, de prendre une pause et de prendre le temps de réfléchir à ce que j'avais vraiment envie de faire de ma vie. Et ça se trouve, je me disais, peut-être qu'en 2 mois, je vais trouver que le job parfait, c'est de faire ça et je vais me lancer, mais ça se trouve, cette réflexion va me prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. D'accord. J'avais envie de me laisser le temps de réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Et pour me laisser le temps, ça voulait dire que j'allais pas forcément avoir un emploi, donc pas forcément avoir de revenus tout de suite. Donc, ce que je soulève là, c'est que ton but, c'était pas d'être entière. Ton but, c'était d'être libérée. Oui. Pour pouvoir trouver ta voie. Ouais, exactement. C'est ça, en fait. En fait, je voulais financer ma liberté temporelle. Et c'est ce que j'explique, hein. C'est l'investissement, ce n'est qu'un moyen. Ouais. C'est pas un but de dire je veux être riche. Le but c'est, ou je veux être indépendante financière. Le but c'est, je veux atteindre ça et j'ai besoin de moyens pour y arriver. Complètement. Et là, c'est des moyens financiers, en l'occurrence. Mon but n'a jamais été d'être entière ou de générer de l'argent, de devenir millionnaire ou que sais-je grâce à l'immobilier. Non, mon but c'était juste de retrouver la liberté de mon temps et de l'utiliser comme je voulais. Ah oui, c'est soit l'argent, soit le temps. Hein. Exactement. Okay. Moi, le temps prime avant tout. Et du coup, l'aventure immobilière, pourquoi l'immobilier? Pourquoi Alors, franchement, un immeuble? Ouais, franchement, rien n'y prédestiné. Je me rappelle très bien. Je suis rentrée un soir chez moi en décembre, donc décembre 2019. J'étais complètement déprimée par mon travail. J'allume la télé, chose que je fais rarement. Et là, je zappe sur BFM, chose que je fais encore plus rarement. Et en fait, le destin est bien fait. Je tombe sur la vidéo d'un investisseur immobilier qui parle de ses investissements, immeubles de rapport, etc. Et en fait, son explication est tellement claire et tout de suite, j'ai un déclic et je me dis, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses, Camille. D'accord. À ce moment-là, j'avais encore pas emprunté, j'avais toujours mon CDI, donc j'avais ma capacité d'emprunt. Bien et je me suis dit, tu vas utiliser ta capacité d'emprunt pour acheter un bien que tu vas diviser et mettre en location. Et cette rente-là, c'est ce qui va financer le départ de ton job. Mais du coup, t'avais pas pensé à investir, enfin, comme la plupart des gens, et je pense des Français font, à acquérir ta résidence principale? Mais direct, je me lance dans l'investissement immobilier, j'achète un immeuble. Non, en fait, les choses sont bien faites. À ce moment-là de ma vie, je venais tout juste de me rétracter de mon compromis de vente pour ma résidence principale. Waouh, ah ça je savais pas. Ouais. Exclusivité. Ouais. J'étais en train d'acheter mon petit 27 mètres carrés en plein Paris qui allait me coûter un bras pendant 25 ans. C'est important de préciser la taille. Et en fait, cet appartement, en fait, je pense que ça a été une réflexion. Tout s'est fait un peu au même moment. Je me sentais de plus en plus mal dans mon job et en même temps, je me disais, mais tu vas être pieds et poings liés pendant 25 ans pour acheter 27 mètres carrés. Est-ce que c'est vraiment la vie que tu veux? Et en fait, au moment où j'ai décidé de quitter mon travail, tout de suite après, évidemment, je me suis dit, je me rétracte. J'en veux pas de cet appartement. Et surtout, si je veux pouvoir rembourser mes mensualités, il va falloir que je garde un salaire similaire. Et pour ça, il va falloir que je trouve le même type d'emploi. D'accord. Donc, on est d'accord que les gens ne se rendent pas compte, c'est que là, acquérir sa résidence principale, bien sûr, ça fait rêver. Et moi, c'est dans ma stratégie d'investissement parce que je me vois pas être locataire à la retraite. Mais effectivement, tu vis dans le logement que tu payes, et il faut bien le payer avec quelque chose, donc avec un emploi. Alors que toi, dans l'autre sens, quand tu investis dans un bien, tu peux te permettre d'être locataire par ailleurs et d'avoir des locataires qui te génèrent des revenus pour rembourser ton emprunt et éventuellement aussi pour avoir une rente supplémentaire. Oui, complètement. Quitte à utiliser cette rente pour rembourser l'emprunt de ma résidence principale un jour, tu vois. Oui, bien sûr, donc, totalement. Ça, c'est ma logique aujourd'hui. À l'époque, j'avais pas du tout cette logique-là. Donc ça, c'est vraiment avec cette interview. Alors, il y a eu cette interview, il y a eu aussi, je me rappelle avoir fait une soirée à ce moment, une soirée d'anniversaire où j'ai revu un pote d'école de commerce que je n'avais pas vu depuis X années et qui, lui, était complètement contre l'achat de sa résidence principale. Et à ce moment-là, j'étais en train d'acheter la mienne. Et donc, je comprenais absolument pas son raisonnement. Je me disais, mais... Il y a 2 écoles. Ouais. mais qui pense qu'acheter sa résidence principale, c'est pas bien? Tu vois, moi, dans ma culture financière, c'était normal d'acheter sa résidence principale. Et en fait, on a parlé toute cette soirée. Il m'a démontré par A plus B pourquoi c'est plus intéressant d'acheter d'abord du locatif, quitte à financer un jour sa principale. Ça, plus l'interview que j'ai eue à la télé, tu vois, ça a créé une sorte de déclic dans ma tête et je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Les signes. Ouais, ça a jamais été aussi clair dans mon esprit. Je me suis dit, c'est cette voie-là qu'il faut que j'emprunte pour construire ma porte de sécurité, enfin, ma porte de sortie et pour que je puisse quitter mon job. Et t'as pas eu peur? Alors, on me pose souvent cette question. Avec le recul, c'est vrai quand... Je pense que la peur freine beaucoup de personnes. Hein. C'est pour ça que je te la pose. En fait, le truc, c'est que j'étais tellement malheureuse dans mon travail
que rien ne pouvait être pire que ma situation actuelle à ce moment-là. Donc, ouais, donc en fait, ton emploi, c'était vraiment le point de douleur le plus fort, et donc la peur, il y avait plus quoi. J'aurais été prête à prendre tous les risques pour quitter cette situation. Donc la peur, ça s'est même pas posé. J'ai pas eu cette question-là, j'ai pas fait preuve de courage, j'ai pas affronté ma peur, donc pour moi, c'était normal en fait. Il fallait que je parte dans tous les cas. Ok, donc pas de peur parce que, allez, fallait pas de choix. Voilà, ok. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu as dit, tu as écrit dans ton article Medium que tu t'es fixé donc une deadline. Oui. Dans 1 an, je quitte ce job. Oui. Pas un jour de plus, pas un jour de moins. Oui. Donc, comment tu t'y es prise concrètement, qu'on puisse expliquer aux gens, voilà, pas de rentrer dans le détail, mais tout le cheminement, comment tu t'y es prise, parce que du coup, tu connaissais pas ce milieu-là. T'avais juste ton pote qui t'avait expliqué que ça valait pas le coup, mais t'avais pas de modèle de personne qui avait fait ça, en fait. Complètement. Non, d'accord. Tout à fait. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis formée parce que voilà, je suis pas une tête brûlée, je me serais pas lancée dans un investissement immobilier sans être formée, donc j'ai suivi une formation. D'accord. Et en plus de ça, on va dire que j'ai bénéficié des conseils de mon fameux ami qui faisait lui-même de l'investissement immobilier. Donc j'avais un petit peu les 2 points de vue à chaque fois que j'avais une question, j'avais mon coach et j'avais mon ami qui permettait de répondre à mes questions. Et donc j'ai été accompagnée pendant toute la durée du lancement de mon projet immobilier, que ce soit depuis la recherche de biens jusqu'à la conduite des Ça, c'était dans ton programme de formation ? Tout à fait. D'accord. Donc c'est même du coaching, ok. Oui, clairement. C'était quelque chose de très de A à Z en gros. Oui. Et j'ai suivi ça comme une élève bien studieuse, tu vois, à faire mes petites formations tous les jours pendant 1 mois, et après je me suis lancée sur le terrain. C'était assez rapide. Hein. Oui, c'était un format assez rapide. En tout cas, j'ai voulu le faire rapidement pour pouvoir me lancer vite après et pas faire traîner ça. Moi, mon but, c'était vraiment de partir en 1 an. Donc il fallait que je me mette à la tâche tout de suite. Parce que je savais qu'un investissement immobilier, ça allait prendre du temps. Et en combien de temps t'as trouvé le bien ? Très rapidement. Franchement, à partir du moment où je me suis mise à chercher, j'ai mis 3 semaines. Et encore, je me demande si j'ai pas mis 2 semaines et demie. J'ai fait 3 journées de visite. Qu'est-ce qu'on peut pas faire quand on est déterminé, hein ? Franchement. J'ai fait 2 samedis de visite. J'ai mis 2 ans à trouver ma résidence principale. Oui, mais la résidence principale, c'est pas pareil. Toi, tu mets de l'émotionnel dedans. Là, c'est juste du rationnel, quoi. J'ai identifié les villes dans lesquelles je voulais investir. D'accord. Je me suis réservé 2 samedis de suite. Chaque samedi, j'avais 5 ou 6 visites. Donc, c'était vraiment les unes après les autres. Parce qu'on précise que tu travaillais encore. Je travaillais encore, tout à fait. Et je suis allée faire une visite en semaine d'un bien qui pouvait absolument pas être visité un samedi. Donc j'ai fait 3 journées de visite, 2 journées et demie. Et à l'issue de ça, j'ai fait 3 offres d'achat. Il y en a une qui a été acceptée et j'y suis allée. Donc t'avais vraiment bien ciblé, c'est pour ça que ça allait aussi vite aussi. Oui. Tu savais ce que tu voulais. Tout à fait. C'est important de bien cibler la ville, de bien cibler le budget qu'on a et de bien cibler ce qu'on recherche. À partir du moment où on a ces 3 critères-là, on est bon. On fait sa recherche. Comme ça, tu te détournes pas. Exactement. En plus, voilà, t'es obligé de le faire le week-end parce que du coup, t'as investi en province. Oui, tout à fait. J'ai investi en Provence. J'investirai pas à Paris, en tout cas pas d'après la stratégie que j'ai. Vu les prix et même en région parisienne, sur ce type d'investissement-là, oui, c'est généralement en province. Et du coup, c'est quoi ? C'est un immeuble de rapport ou une maison ? Parce que j'ai une maison. Alors, en fait, à la base, j'ai acheté une maison, donc une grande maison de 135 mètres carrés que j'ai divisée en 5 lots, donc que j'ai transformée en immeuble de rapport. Donc aujourd'hui, je pars d'immeuble de rapport. On appelle immeuble de rapport, mais c'est une maison de base. À la base, c'était une maison. Et donc, t'as dû diviser de manière juridique aussi, hein ? Oui, tout à fait. Exactement. Donc 135 mètres carrés en 5 appartements. Ouais, en 5 appartements. Donc 3 studios entre 21 et 23 mètres carrés et 2 fauteuils 2 avec des coins de nuit et des coins pièces à séparés entre 33 et 35 mètres carrés. D'accord. Ouais, c'est un beau bien. Ouais. Donc du coup, question très importante. Parce que là, tu as pris le sujet dans un autre sens. Moi, je dis toujours, les banquiers, ils aiment bien se faire de l'argent sur notre dos, mais ils aiment pas qu'on se fasse de l'argent sur leur dos. Oui. Comment t'as fait au niveau de l'emprunt ? C'est vrai que t'avais ta capacité intacte, mais comment t'as fait pour acquérir un prêt, pour pouvoir emprunter directement sur un investissement ? Alors déjà, la première réponse, je ne l'ai pas fait moi-même, je suis passée par un expert, une courtière. Ça déjà, c'est le premier point. Pour moi, on ne négocie pas un emprunt pour faire de l'investissement locatif soi-même, sauf avec soi-même courtier ou banquier. Il faut passer par un expert. Sur le moment, on se dit, ça va me coûter de l'argent. Non. Franchement, non. Ça va vous coûter 2 500 euros maximum, mais combien ça va vous faire gagner sur le moyen terme ? Donc, je suis passée par une courtière qui était géniale, spécialisée en investissement locatif. En plus, d'accord. Oui. Donc, elle a été recommandée ou bien c'était dans ton programme ? Elle m'a été recommandée par un autre investisseur. J'avais eu pas mal de bouche à oreille de courtiers différents et puis j'ai fini par la choisir elle parce que j'ai eu un bon feeling avec elle. C'est toujours ça. Même avec un banquier ou quoi, il faut toujours un conseiller en gestion de patrimoine. Un courtier, il faut avoir le feeling. Tout à fait.
Et elle a très bien présenté mon dossier. Donc, en gros, on a présenté le dossier en division. Donc, on a bien dit qu'on allait faire de la division. D'accord. Et parmi les 5 lots, elle a dit donc qu'on allait faire 4 lots pour faire de la location classique. Oui. Et un lot que j'allais garder en résidence principale. Je ne te cache pas que ce dernier point a dû aider l'acceptation du financement. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que la démarche, en tout cas moi qui ai acheté ma résidence principale, la démarche n'est pas du tout la même. Parce que là, elle et toi, vous avez présenté un projet entrepreneurial. Oui, tout à fait. C'est ça la différence. Oui. Parce que quand tu acquiers ta résidence principale, bon, ils s'en fichent de savoir ce que tu achètes. Même si tu achètes une boîte de sardines ou bien un loft, tu vas y vivre, donc on se pose pas la question, regarde juste ta situation et voir si tu peux payer. Mais là, du coup, c'est le projet et que le banquier valide ton projet. Est-ce que ça sera rentable ? Exactement. Ouais. Et donc pour ça, on avait préparé un vrai dossier bancaire avec des éléments de projection, etc. Enfin, et ça a permis au banquier de se projeter. Aujourd'hui, j'ai un banquier qui est génial et je le vois exactement comme tu l'as dit. Pour moi, aujourd'hui, ce projet, c'est un petit investissement, c'est une petite entreprise, en fait. Et mon banquier, c'est pas juste la personne qui me prête de l'argent, c'est mon partenaire de business. Exactement, c'est un partenaire. Et aujourd'hui, mon banquier, il me relance pour me dire quand est-ce qu'on se relance dans un nouveau projet. Ah oui, carrément. Ouais. Mais elle est bien ta banquière, tu as donné son contact. Franchement, mon banquier est génial, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, il est pas dupe, il sait très bien que j'en fais de la location, qui plus est de la location courte durée. Mais il a vu que c'était carré, en fait. Donc, exactement. Voilà, que le projet était il voit que les revenus tombent tous les mois. Donc c'est super de pouvoir trouver un vrai partenaire bancaire et pas seulement un banquier pour vous prêter de l'argent. Très bien. Et en plus, il est impliqué. Exactement. Donc du coup, comme on disait au début, on n'est pas là pour vendre du rêve. Moi, je voulais vraiment savoir, est-ce qu'on peut réellement vivre d'un investissement immobilier ? Je pense que tu es déjà un exemple de ça, mais tu vois, tu as dit tout à l'heure que tu cherchais pas à avoir le même revenu que quand tu travaillais. Mais donc du coup, et ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as fait un post il y a pas longtemps où tu donnais tes chiffres de manière très transparente. Moi, l'argent, c'est pas du tout tabou pour moi et j'ai vraiment apprécié. Je suis à 10 cash, voici mes revenus, voici mes charges, c'est important. Et voilà ce qui reste à la fin. Est-ce que tu veux bien en parler ? Ouais, complètement. Moi, ça me paraît très important parce que, comme toi, je vois souvent sur Internet des gens qui te promettent monts et merveilles avec l'immobilier, devenir millionnaire. Je dis pas que c'est impossible de devenir millionnaire. Avec des vidéos à Dubaï dans des piscines ou dans des bateaux qu'on sait même pas conduire. Exactement. Et ça me fait rire et en même temps je me dis que j'espère que trop de gens ne vont pas tomber dans le panneau non plus, mais on peut devenir millionnaire avec l'immobilier. C'est pas impossible, ça va demander du temps. En termes d'actifs. Exactement. D'ailleurs, il faut préciser millionnaire en termes d'actifs immobiliers. Exactement. Ouais, donc tu me demandais si on peut vivre de l'immobilier. Moi, en fait, je vais te répondre que ça dépend des gens. Qu'est-ce que ça veut dire vivre ? Vivre pour la personne A ou la personne B, c'est pas forcément le même revenu. Moi, aujourd'hui, l'immobilier me permet de vivre parce que l'immobilier a permis de remplacer mon salaire. Quand je dis remplacer mon salaire, c'est pas remplacer mon salaire en termes de chiffres, c'est juste en termes de fonction. Aujourd'hui, avec l'immobilier, je ne gagne pas autant que je gagnais quand j'étais dans le conseil, mais pour autant, j'appelle ça ton revenu parce que ça me permet d'avoir la même fonction, à savoir continuer à payer mon loyer, à manger, à faire quelques sorties, à payer mes frais médicaux, etc. Mais de toute façon, au niveau du fisc, c'est considéré comme tes revenus. Oui, complètement. Et parce que tu suis acheté en direct. Oui. En nom propre. En nom propre. Voilà. Et ce sont tes revenus, mais ça te permet, même si ça ne te permet pas d'avoir le même salaire, parce que de toute façon, on n'est pas fou d'avoir le même salaire que quand tu travaillais, enfin, que ton revenu corresponde à ton salaire, ça te permet quand même de payer tes charges fixes. C'est complètement, ça. Exactement. Voilà. Ça, c'est le plus important. Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, je vais parler très clairement de mes chiffres. Donc moi, avant de quitter mon emploi, j'avais un salaire net mensuel de 3 300 €. Donc je vivais très confortablement. Enfin, c'était un salaire qui me convenait parfaitement. J'avais conscience que ça allait être difficile avec un seul investissement immobilier. Oui. Donc, si j'avais acheté 10 appartements, peut-être que de retrouver la même chose. Mais en tout cas, je visais au minimum à atteindre 1 500 € net par mois. D'accord. Et je crois que c'est ce que tu as atteint. Et c'est ce que j'ai atteint. En réalité, avec 2 immeubles, c'est ton revenu. Exactement, c'est ça. Parce que si je reprends les chiffres que tu avais donnés dans ton post Instagram, il y avait un peu plus de 3 000 € de revenus, donc des loyers, et 1 500 € de charges. Parce qu'il y a l'expert comptable à payer, parce que tu as les prestataires, et tu comptes aussi les taxes. Voilà. L'électricité. Bientôt, il n'y aura plus la taxe d'habitation, je crois. Oui. Non, pourquoi taxe d'habitation ? Parce que moi, je continue à la payer. C'est pas mes locataires qui la payent. Je fais de la courte durée. Ah, donc c'est à la charge du propriétaire. En gros, toutes les charges sont à ma charge. D'accord, ok. Donc voilà. Plus le crédit, voilà. Pas qu'on oublie. C'est ça. Plus assurance, le différé. Pourquoi ? Le différé d'emprunt, parce que pour le moment, je suis toujours en différé d'emprunt. Ah bon ? Ouais, j'ai 3 ans de différé. C'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est pour ça que je dis que ma courtière est vraiment une courtière en or. Et t'as eu un prêt à taux zéro pour les travaux ?
Non, du tout. Ah non, c'est... Ah non, parce que c'est pas ta résidence principale. C'est pas ma résidence principale. Ok, 3 ans de différence. Ouais. Mais c'est magnifique. Oui, mais c'est magnifique. Donc là, tu payes les intérêts intercalaires? Je paye les intérêts ainsi que l'assurance du prêt. C'est rien. Oui. D'accord. Oui, c'est ça. Ok, mais c'est génial. Parce qu'en fait, là, tu nous montres que, en réalité, t'as moins de charges. Oui. Parce que tu rembourses pas là le capital. Oui, exactement. Tu rembourses uniquement la banque, les intérêts. Et donc, tu as le temps, 3 ans, c'est énorme, mais c'est incroyable. Tu as le temps de te refaire, de faire d'autres investissements, de développer des activités entrepreneuriales. Moi-même, on va y revenir. C'est génial. Ouais. Et là, tu me fais rêver, hein. Et surtout, ça me permet de construire, enfin là, c'est même plus construire en ce moment, c'est nourrir le fameux matelas de sécurité parce que tous les mois, l'argent qui tombe dans ma poche, j'en mets une partie de côté pour assurer au cas où des petits dégâts dans mes D'accord. Donc, et l'autre me permet de vivre. D'accord. Donc, tu payes tes charges fixes, tu as une épargne de sécurité au cas où. C'est ça, exactement. D'accord. C'est ça, exactement. Et tu peux continuer à payer tes loisirs, etc. Complètement. Et à vivre et à profiter de la vie, quoi. Et aujourd'hui, mon activité immobilière, alors j'ai fait une moyenne parce que comme je fais de la courte durée, j'ai pas les mêmes revenus tous les mois, mais en moyenne sur 4 des 5 appartements, parce que le 5e, je l'ai mis un peu au dernier moment en location, donc j'ai pas encore trop les chiffres, mais j'arrive à générer en net dans ma poche, une fois que j'ai payé toutes mes charges, l'électricité, les impôts, le comptable, 1558 €. D'accord. Donc, mon objectif, il est atteint, sachant qu'il y a le 5e logement qui va venir recharger ce chiffre-là. Oui, parce que tu en as parlé et tu disais que tu regrettes d'avoir perdu du temps sur des choses un peu futiles. Mais c'est des erreurs du débutant, c'est normal, on apprend. Et donc, du coup, il y a ce revenu-là qui va se rajouter alors. C'est ça. C'est génial. Donc là, t'as exposé ton résultat, là, ton objectif. Oui, clairement. D'accord. Clairement. Et donc la suite. Ouais. Et donc du coup, grâce à ça, j'ai fini par quitter mon emploi. C'était en avril dernier, là, ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant. D'accord. Alors ça s'est pas tout à fait bien chevauché parce que j'ai quitté mon emploi et j'ai dû attendre 2-3 mois de plus avant de commencer la location. D'accord. Les travaux avaient pris du retard à cause du Covid. Oui. Ah oui, c'est vrai que c'est tombé en plein dedans. Voilà. Mais après, les premiers loyers ont commencé à tomber en juin de l'année dernière, donc ça va faire 1 an. Ouais, ça va faire 1 an. Et déjà, tu dégages un beau cash flow. Hein. Ouais. Je suis très contente. T'as déjà payé tes premiers impôts avec ça aussi? Sur tes revenus? Alors, c'est ce qui est génial, comme j'ai eu beaucoup de travaux et que je suis en LLP au réel, j'adore. Donc en fait, je ne paye pas. Désolée, on parle fiscalité, mais là, j'adore. Non, mais c'est moi, les biens avec travaux, j'adore ça. Ça fait peur à tout le monde, mais en fait, ça te permet de négocier un différé d'emprunt. Oui. Et de deux, c'était grâce à ça. Ouais, on s'est appuyé là-dessus pour négocier 3 ans en disant il y a énormément de travaux, etc. Et de 2, tu te crées un déficit et en fait, pendant X années, je vais pas payer d'impôts ou peu payer d'impôts sur mes revenus locatifs. Donc, je reviens sur le déficit foncier. En gros, Camille, elle génère des revenus, mais comme elle a beaucoup de charges, entre guillemets, et l'État prend en considération ces charges-là et du coup, ne retient pas ses revenus comme des vrais revenus, en fait. Elle lui compte 0. C'est ça. Donc, c'est génial. En tout cas, si j'ai plus de charges que de revenus, mais parmi mes charges, on compte mes travaux, donc c'est quelque chose qui est déjà payé. Ça veut pas dire que je gagne pas d'argent. Comptablement, j'en gagne pas, mais en réalité, j'en gagne. Oui, voilà. Donc, franchement, c'est génial. Comme font les entreprises. C'est une entreprise. Franchement, c'est une entreprise, ouais. C'est génial. Et du coup, là, ça me paraît parfait. Mais est-ce qu'il y a des choses que, si, j'en ai parlé. Est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment, des erreurs que tu as faites, ou alors non? Ouais, j'oublierai pas de poser les prises antennes, déjà. Ça paraît tout bête, mais j'ai complètement oublié de poser les prises antennes. Dans les travaux? Dans les logements, oui. Mais pourquoi c'est toi qui as supervisé les travaux? Ouais, j'ai supervisé les travaux et pour moi, en 2021, on n'avait plus besoin de prises antennes pour avoir la télé, tu vois, la smart télé, ça passait pas du tout par les prises antennes. Bon, il s'est avéré que ça a été beaucoup plus compliqué pour l'installation. C'était vraiment un tout petit détail. Non, s'il y avait des choses que je referais différemment, ouais. Je pense que, en fait, je me suis très mal débrouillée pour l'électricité et tout, et je me suis retrouvée J-1 des premiers jours de location à ce que mon artisan me dise ça tiendra pas, vos appartements ils supporteront pas la charge électrique, tout va s'éteindre. Ah, qu'il y aurait pas assez de jus pour tout. Exactement, qu'il y avait pas assez de puissance. Et moi j'étais en stress ce jour-là, enfin j'ai passé une journée entière à aller allumer tous les apparts les uns après les autres pour voir jusqu'à combien ça pouvait tenir. Oui. Et en fait, il s'est avéré qu'à ce moment-là, j'ai pris une décision un peu trop rapide, j'aurais dû attendre. J'ai tout de suite appelé Enedis pour faire augmenter ma puissance électrique. D'accord, oui. Sauf qu'en fait, et du coup, alors déjà d'une, ça prend du temps pour qu'ils interviennent, et de 2, ça prend... Ils doivent changer les compteurs ou pas? Ils doivent changer le compteur, ils augmentent la puissance, etc. Il y a un expert qui doit passer, donc ça prend du temps et de l'argent. Okay. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que j'en aurais pas eu besoin parce que mon artisan s'était un petit peu trompé.
étant donné que tout le monde ne vit pas exactement au même moment, tous les chauffages ne s'allument pas au même moment, tous les chauffe-eau ne s'allument pas au même moment. Donc en fait, t'as jamais la puissance maximum qui est atteinte, tout se fait en même parallèle, temps. Exactement. Mais bon, lui, il t'a fait peur. C'est un professionnel. Oui. Toi, tu ne t'y connaissais pas. Et c'est seulement avec l'expérience que maintenant tu le sais. Exactement. Bon. Et aujourd'hui, quand j'ai d'autres investisseurs qui viennent me dire, mais attends Camille, tu crois vraiment, moi ça va tenir avec du 9 kVA pour 3 appartements, mon artisan me dit que non. Ah, c'est juste 9 qui... Ok. Teste d'abord et tu vas te rendre compte. Parce que moi, je crois que c'est sur un contrat à 5, je crois que comme tout le monde. Et donc là, 9 pour les 5 apparts. Non, du coup, moi j'étais à plus que ça, j'étais à 12. Mais 9, ça suffisait. Non. 12 ça aurait suffi. Mais en fait, de 12, je suis passée à 36. Ah d'accord, oui, mais non, mais c'est pas une demeure. Non, d'accord, oui. Ouais. Ah, tu es allée à fond, t'as eu tellement peur que... D'accord, et du coup, ça coûte cher. Et du coup, ça coûte... Alors, en fait, c'est les travaux qui ont coûté cher et c'est l'abonnement qui coûte cher. Oui. Mais maintenant, si je peux pas revenir en arrière parce qu'il faudrait refaire des travaux dans le sens inverse. Mais il faudrait changer le compteur encore. C'est ça, exactement. Bon, donc, laisse tomber. Voilà. Donc, c'est vrai qu'avec le recul, j'aurais fait ça différemment. Et il y a eu d'autres petites choses, tu vois, où je me suis stressée pour rien, etc. Mais en fait, j'ai appris. Et juste, ça va me servir pour mon prochain projet. Bien et sûr. C'est pas grave, il y a eu aucune erreur qui ne puisse pas être corrigée, qui a été commise. Donc en fait, bon, c'est pas des erreurs graves en fait, mais voilà, tenir en compte. Ouais. Mais t'as bien suivi le process et tout. Complètement. Et puis là, c'est le professionnel aussi qui t'a fait un peu peur. Exactement. Okay. Du coup, moi, je voulais parler de tes prochains projets. Ouais. Alors les investisseuses, j'espère que cette première partie d'interview vous a plu autant qu'à moi. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la deuxième partie de l'interview où Camille va vous raconter comment elle a développé d'autres activités complémentaires qui lui génèrent d'autres revenus. Avant de vous quitter, j'ai une super annonce à vous faire. J'ai demandé à Camille de réaliser un live pour répondre à toutes vos questions. Donc, je veux vous voir au live avec Camille. Je vous mets toutes les informations dans les notes de l'épisode du podcast et je vous remercie encore de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Vous trouverez toutes les notes en description. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le autour de vous en me taguant et lâchez-moi un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi laisser un avis et je serai super contente de le lire. Vous aiderez ainsi le podcast à être bien référencé et que plus de personnes puissent le découvrir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous les investisseuses.